C'est l'heure de Crime Story. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, JS MVM de Richard Hardwick. Pour Jérôme Stanley, ce n'est jamais qu'une affaire de plus. Enfin, presque. En effet, il doit reconnaître que dès le début de sa correspondance avec Véronica, il a senti quelque chose de différent. Ce petit je ne sais quoi dans le ton qui la mettait à part des autres. Tenez par exemple cette absence de pleurnicherie et d'attendrissement sur soi-même qui imprégnait toutes leurs lettres aux autres. Eh bien, il n'y a rien de tout cela dans les lettres de Véronica. Bien sûr, il y a de la tristesse, mais une tristesse douce, en filigrane, pas ce sentiment envahissant, irrévocable. Tenez, la seconde lettre, par exemple. Mon cher Jérôme, j'espère que vous me pardonnerez mon horrible manque de correction si je vous appelle par votre prénom, mais j'ai le sentiment étrange que notre correspondance n'est pas destinée à être éphémère, et c'est pourquoi je vous appelle Jérôme. Je pensais à vous hier en me préparant pour la nuit. Je me suis habitué à ma solitude, tout comme j'imagine vous vous y êtes habitué vous-même. Votre Edna, ainsi que vous me l'avez écrit, est morte depuis 2 ans, et mon James, lui, est mort depuis bientôt 18 mois. On peut s'adapter à de telles circonstances lorsqu'on ne s'abandonne pas à la faiblesse. Mais vos lettres me troublent. Elles se brisent contre le mur de réserve que je me suis construit, comme des vagues de tempête sur une grève nue, mais elles réveillent des désirs assoupis. Aussi, assise à ma coiffeuse, ai-je repris vos 2 missives, les ai-je relues, et ai-je été reconnaissante à la grâce du destin qui nous a réunis par l'intermédiaire de ce club, etc., etc., etc. Stanley sourit, mais sans vanité. Ses propres lettres sont très soigneusement rédigées pour atteindre un but bien précis et faire naître les sentiments que Veronica McCullough a décrits de façon si émouvante. Cette lettre est la 2e et déjà presque une routine. En général, les premières lettres traduisent la timidité et l'embarras du premier contact. Toutes précisent, malgré elles, qu'il y a quelque chose d'un peu, disons, vulgaire à devoir rencontrer un étranger grâce aux bons offices d'autres étrangers, en l'occurrence le personnel d'un club d'amitié. Le nom même du club répugne à Stanley, la Ligue amicale des doyens. Doyens. Je vous demande un peu. Mais comme Stanley ne peut courir le risque d'œuvrer 2 fois par l'intermédiaire d'une même organisation, aussi doit-il passer sur ces petites contrariétés. Sans être docteur en psychologie, Stanley sait qu'avec un peu d'adresse, on vainc facilement la timidité et l'embarras. En fait, le facteur le plus difficile à surmonter est encore cette bonne vieille inertie. Avec l'âge, voyez-vous, les gens ont tendance à s'accrocher à leur ligne habituelle de conduite, même si, dans la plupart des cas, elle ne les satisfait pas. C'est la ligne qu'elles connaissent, et après une première tentative d'évasion, elles y reviennent vite, vite. Pire, elles essaient d'attirer leur nouvelle relation dans ce cadre. Pas de problème. Stanley est plus habile à briser cette coquille qu'à citer Freud, Jung ou Adler. D'autant que le 2e modèle de lettre de son stock est spécialement pensé pour écarter doucement mais fermement cette réticence et les ombres du doute, pour établir un climat de confiance, mieux, de complicité. Bref, pour faire sentir qu'ils sont tous les deux dans le même bateau. Et une fois de plus, Stanley a atteint son but. Aussi, dans sa lettre suivante à Véronica,
L'idée d'une rencontre possible est-elle suggérée en finesse, effleurée d'abord, comme si, étant donné la distance qui les sépare, c'est à peine une probabilité. Cela doit seulement servir à aborder le sujet. Comme il s'y attend, cette lettre amène une réponse appropriée. 4 pages confiantes, contenant l'espoir d'une rencontre et d'une rencontre prochaine. La 4e et la 5e lettre en reparlent. Presque inconsciemment, ça devient « Mon très cher Jérôme » et « Ma Véronica chérie ». Des photos sont échangées. La mise en scène est prête, le décor planté, la vedette masculine attend avec confiance dans les coulisses. C'est à ce stade que ça devient vraiment, vraiment très intéressant. Jérôme écrit la lettre numéro 6 de son écriture virile et décidée. Cette 6e lettre à laquelle il pense avec affection et tendresse, comme son coup de grâce épistolaire. Cette 6e lettre qui met effectivement fin aux souffrances des élus en amenant sur scène Jérôme Stanley himself. Cette 6e lettre qui dit ceci. Ma Véronica chérie, votre photographie devant moi. Je reste là, silencieux, comme un écolier qui fait l'expérience des premières affres joyeuses et mystérieuses de l'amour. Oui, de l'amour. Car je ne ferais que me mentir à moi-même si je ne le disais pas. Mais, hélas, je ne suis pas cet écolier, car il voit, lui, le temps s'étaler devant lui dans sa prodigieuse longueur, tandis que moi et vous, nous avons atteint l'autre versant, ce versant que l'écolier ne peut même pas concevoir. Nous sommes presque en vue de ce spectre pâle, et le temps ne peut pas être amassé, il doit être vécu. Être seul, se voir refuser l'objet de son amour, c'est se voir refuser la vie même. Je vole vers vous, ma Véronica. J'arriverai mercredi à 17h. Si je ne suis pas le bienvenu, vous n'avez qu'à me le faire savoir. Ce petit chef-d'œuvre épistolaire est la lettre qui occupe invariablement la place d'honneur sous le ruban rose, nouant le paquet. Elle est infaillible. D'ailleurs, la réponse est arrivée par retour du courrier, concise, passionnée. Landru ne s'y prendrait pas mieux. Ceci étant, a-t-on le droit de traiter Jérôme Stanley de Landru? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Quand il la voit à l'aérogare, il n'en croit pas ses yeux. La photo qu'elle lui a envoyée ne lui rend pas justice. C'est étrange car c'est toujours le contraire qui se produit en général. En effet, toutes les photos qu'il a reçues jusqu'à présent sont retouchées de manière plus ou moins flagrante, rarement ressemblantes en fait. Les rides sont effacées, les doubles mentons gommés, les poches sous les yeux raffermies, les bajoux miraculeusement absorbés, les lèvres minces rendues pleines, voire pulpeuses. Des miracles photographiques du grand art. Mais Véronica, elle est belle. Depuis la racine de ses cheveux blancs jusqu'à la pointe des pieds, chaussés avec goût, elle est très très belle. Jérôme, Véronica. Elle s'arrête à 2 pas de lui, secoue la tête et sourit à nouveau. Jérôme, Véronica. Il tend les 2 mains, les paumes vers le ciel. Elle lui tend les siennes, les paumes vers le sol. Leurs doigts se touchent. Oh, c'est presque comme si c'était des retrouvailles. Mon cher Jérôme. Oui, Véronica. Nous nous sommes rencontrés il y a longtemps, dans mes rêves. Cette expression le surprend lui-même. Il l'a dite ainsi, sans penser, et étant donné les circonstances, elle ne sonne pas faux. Ils prennent un taxi pour aller en ville, se tenant les mains et parlant aussi librement et facilement que s'ils se connaissaient depuis des années.
Véronica lui réservait une chambre dans son propre hôtel, ni cher ni bon marché, confortable, mais sans ostentation. Il en éprouve un certain soulagement. Edna, son ex-femme, est morte depuis 2 ans et les $100,000 qu'elle lui a laissés en assurance vie et immeuble ont dangereusement fondu. Or, Stanley n'aime pas vivre en se privant. Chère Véronica, ce soir, nous allons fêter ça dans le grand style. Pouvez-vous être prête dans 1 heure? Même en une demi-heure, cher Jérôme. Vous n'imaginez pas comme j'ai attendu cet instant. Et voilà. C'est parti. Il la raccompagne jusqu'à sa porte, lui baise la main et se prépare pour une cour musclée. Sa longue expérience aidant, c'est vers 21h15, ce soir-là, alors qu'il danse, qu'il sent que Véronica est à point. Très calmement, très courtoisement, d'une manière très experte, il lui murmure à l'oreille une demande en mariage en bonne et due forme. Véronica accepte avec une gravité pleine de grâce. Quelque temps après, ils sont mariés dans une petite mairie avec pour témoin le barman et le cuisinier de l'hôtel. Je suis tellement heureuse, Jérôme. En effet, Véronica arbore un sourire radieux qui en dit long. Et moi donc, mon amour, me répond Jérôme, stupéfait de constater qu'il le pense vraiment. Pendant quelques instants, il est troublé. Mais lorsqu'ils reviennent à l'hôtel, où ils ont quitté leur petite chambre pour un appartement plus vaste, ce sentiment s'est évanoui. Pendant que Jérôme verse le champagne, ses pensées le ramènent à son premier mariage. Edna, robuste et carrée comme un bœuf en boîte. Edna et sa complète métamorphose dès que les formalités nuptiales furent achevées. Oui. Elle a regardé Jérôme exactement comme un sculpteur examine un bloc de marbre défectueux, une masse très imparfaite, mais qui peut être pilonnée jusqu'à atteindre la forme voulue. Le moment venu, il faut l'avouer, ça a été un véritable plaisir pour Jérôme de supprimer Edna. Jérôme? Oui, Véronica. Il se détourne vivement de la fenêtre devant laquelle il était en train de revivre le spectaculaire plongeon qu'Edna avait fait du 10e étage. Non, pardonne-moi, ma chérie, j'étais... On ne peut pas se débarrasser du passé comme on veut, n'est-ce pas? Oh oui, Jérôme, je le sais. Ça nous prendra du temps à tous les deux. Durant les premières semaines de son mariage avec Véronica, Jérôme se sent rajeunir. Son pas est sautillant, ses yeux pétillent d'énergie et chaque fois que Véronica sort sans lui, il s'aperçoit qu'il attend impatiemment son retour, le cœur battant. Lorsqu'un mois est passé, avec la rapidité de l'éclair, Jérôme commence à s'étonner. En effet, un mois est le terme le plus long que les autres femmes n'aient jamais duré auparavant. La 5e semaine écoulée, il se rend compte qu'il n'a encore établi aucun plan au sujet de Véronica. Elle paraît chaque jour plus jolie. Sa gentillesse ne s'altère pas. Elle ne fait aucun effort pour le changer. Lui, Jérôme. Et ils se tiennent la main aussi ingénument que n'importe quel couple d'amoureux. Quant à la cuisine, mes amis, sa cuisine divine. Tenez, sa timbale de poulet, jamais, même dans les meilleurs restaurants, Jérôme n'en a goûté de semblable. Un soir qu'il dîne aux chandelles, il lui demande « Véronica, le bonheur ne t'effraie-t-il pas parfois ?»« Oh, Jérôme, mon jeune et vigoureux mari serait-il en train de vieillir ?» Cette idée apparaît à Jérôme comme une soudaine révélation. En effet, il a souvent eu à faire face à l'attitude obstinée des femmes mûres, leur poursuite entêtée des chemins établis. Cette fois, c'est lui qui est concerné, et peut-être est-ce plus difficile à discerner dans ce cas.
C'est étrange, Véronica, chérie. Un homme de mon âge a beaucoup de difficultés à s'adapter à tout changement dans le genre de vie auquel il est habitué, même si ce changement est pour le mieux. Le visage de Véronica est soudain grave quand elle dit « Jérôme, mon chéri, ça n'est pas exclusivement un trait de la jante masculine, sais-tu? » Le temps passe doucement, agréablement. Malgré tout, Jérôme se dit quelquefois qu'il serait peut-être bon d'agir le lendemain. Mais le lendemain ne semble jamais venir. Cette parfaite conformité de goût, ce rapport qui existe indéniablement depuis la toute première lettre est bien difficile à rompre, n'est-ce pas? Pourtant, le passé de Stanley le pousse dans la direction opposée. Les taches du léopard, spécialement du vieux léopard, ne changent pas, n'est-ce pas? Stanley le sait. Il le sait parfaitement. De temps en temps, il essaie mollement de se convaincre que tout ceci n'est qu'une illusion, que son attachement pour Véronica n'est pas aussi fort qu'il le croit, qu'il commence à se lasser d'elle. Mais le problème, c'est qu'il ne se lasse pas du tout. Bien au contraire. L'attachement est réel et, au lieu de faiblir, se renforce au fil du temps. Or, l'attachement est la seule chose de sa vie qu'il n'a jamais prévue. En fait, pendant longtemps, il ne s'y est même pas activement opposé. Le second mois de vie commune devient du passé. Jérôme, chéri, c'est un temps très heureux de ma vie. C'est presque comme si... Presque comme quoi, Véronica, mon amour? Rien, mon chéri, rien du tout, non. Nous allons au concert, n'est-ce pas, ce soir? Jérôme acquiesce et soupire légèrement en pliant son journal, comme par hasard. Ils aiment Mozart tous les deux. Après le concert, quand ils reviennent à leur appartement, ils sont encore sous le charme de la musique. Ce serait la nuit idéale pour agir, se dit Jérôme. La semaine précédente, Jérôme s'est procuré du poison et, tandis que Véronica se prépare pour la nuit, il le verse dans la carafe de Porto dont elle boit invariablement un petit verre avant de se coucher. Véronica, chérie, un petit verre de Porto? Merci, Jérôme. Non, vraiment, pas ce soir, je n'en boirai pas, non. Mozart m'a enivré. Jérôme est envahi par une onde de soulagement en replaçant le bouchon de cristal sur la carafe. Cela lui donnait encore un jour. En déshabillé et chemise de nuit, Véronica le rejoint, souriante. J'ai envie de faire une timbale de poulet pour demain. Ça te dirait, mon chéri? Cela m'enchante, mon amour, dit Jérôme en poussant la carafe de Porto au fond du buffet. 24 heures plus tard, la vie redeviendrait normale. La vie d'autrefois recommencerait. Enfin, c'est fait. Le service funèbre a été très convenable pour le prix. Mais le chagrin, le vrai chagrin, une expérience inaccoutumée, n'était-ce pas une faute cette fois? Une faute irréparable? On ne peut le nier. Il y a un réel sentiment de perte. L'attaque finale du temps n'apporte-t-elle pas avec elle le besoin d'une compagnie calme et agréable, comme celle qui avait existé? Mais c'est fini. C'est du passé. Sans douleur, ce qui est malgré tout une consolation. Inutile de remarcher des regrets. Les affaires sont les affaires, et quelque part, un nouveau partenaire attend la lettre qui pénétrerait doucement dans son cœur. C'est drôle, pense Véronica en rejetant son voile noir, comme ils ont tous aimé ma timbale de poulet.
Elle secoue ses pensées et s'accorde une pause. Juste le temps de se verser un petit verre de Porto, de ce bon vieux Porto que Jérôme, ce cher Jérôme, avait acheté spécialement pour elle. C'était les Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Survillon. Aujourd'hui, JS, MVM, de Richard Hardwick.